Salut Jacques, ici Paul Ricard. En tant que représentant de la boîte, je te fais une petite mise au point sur cette cassette. D'ici Lyon, tu auras tout le temps de l'écouter sur le trajet. C'est quoi ça encore ? Dans un premier temps, je te fais un point sur la manière la plus convenable de vendre le pastis, et ensuite je te ferai un topo sur la tenue vestimentaire. Eh oui, l'apparence c'est important. Chemise bien repassée et toujours rentrée dans le pantalon. Et faut soigner les cheveux aussi. T'es allé chez le coiffeur récemment ? Allez, on y va. Tu peux démarrer. En route pour Lyon. Au cours de sa carrière, Paul distribue régulièrement des cassettes audio aux représentants de Ricard pour les briefer pendant leur long trajet à travers la France. Un peu comme un livre audio, il leur explique méthodiquement comment vendre le produit. Bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de Paul Ricard, le peintre et businessman marseillais qui n'abandonne jamais. Un récit librement adapté de Paul Ricard, le fabuleux destin d'un enfant de Marseille, aux éditions Albin Michel. Bienvenue sur l'apprenti. Avec l'apprenti, je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Média. Libération! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro-français parle français. À la fin de la guerre, Paul Ricard n'embrasse que de loin l'allégresse générale. Il n'a qu'une idée en tête, comment rouvrir son usine. Il entreprend alors un voyage dans la France dévastée pour demander au gouvernement provisoire s'il compte abolir les mesures prises par Vichy et qui interdisent les boissons anisées. Mais forcément, il est mal reçu. Non, écoutez, monsieur Ricard, pardon, mais là vous comprenez bien que la question de l'alcool, c'est un peu le cadet de nos soucis. Mais je fais comment, moi ? Je produis du pastis, merde. Le whisky et le vin coulent à flot et ça pose de problème à personne. Bon, allez, laissez-moi, cette conversation est terminée. Veuillez m'excuser, j'ai une réunion. Au revoir, monsieur Ricard. Le pastis reste encore illégal pour quelque temps. Et comme tout produit illégal, il existe un marché noir. Et pourtant, le pastis coule à flot. Même les bars en vendent clandestinement. Et c'est là que Paul a une idée de génie. Eh boss, il y a le téléphone qui sonne. Tu m'en remets une ? Ouais, attends, 2 secondes. Allô ? Bonsoir, ici Paul Ricard à l'appareil. Pardon ? Bonsoir, vous désirez ? Je ne vais pas être long, j'ai une info à vous communiquer. Vous n'êtes pas sans savoir que la vente de pastis est illégale. Vous êtes de la police maintenant ? C'est tout le contraire. Si vous privilégiez le Ricard aux autres pastis, je m'engage à payer l'amende en cas d'une descente de police. On est quitte ? Paul contacte beaucoup de patrons de bar avec la même offre. Finalement, le Ricard est privilégié par rapport aux autres pastis. En tant que jeune entrepreneur, Paul réalise un voyage aux États-Unis qui va changer son regard sur le monde. Il est subjugué par l'immensité de New York et fasciné par l'usine Ford à Détroit. De retour en France, il est le premier à payer justement ses salariés en leur proposant des actions. Leurs salaires d'ailleurs sont doublés et leur temps de travail réduit à 8 heures. En mai 1951, enfin, le gouvernement lève l'interdiction de la vente et de la fabrication de pastis à 45 degrés. Ce jour-là, les cloches ont sonné à Sainte-Marthe en signe de triomphe. Enfin, les affaires vont reprendre, les amis. Santé ! Mon Paul, je suis vraiment très heureuse. Ne pleure pas, ma chérie. La galère, c'est derrière nous. Ah, voilà maman. Mon petit Polo, sers un autre verre de pastis à ta maman. Je suis tellement fière. Tu vas faire de grandes choses, hein ? Et la mère de Paul a vu juste. La page de la guerre est tournée pour de bon. Paul Ricard inaugure cette même année un nouveau siège social de 6500 m². Il va pouvoir mettre en place la croissance rapide qu'il envisageait. C'est le début d'une nouvelle ère pour Paul et le pastis Ricard.
1951, c'est l'année de l'inauguration du nouveau siège social qui regroupe tous les services de l'entreprise. C'est d'ailleurs un des plus modernes de France, car il est équipé de l'air conditionné et de matériel IBM, imaginez à l'époque. Toutes les opérations sont automatisées, de la distillation à l'étiquetage. C'est une période extrêmement fastueuse pour le business de Paul Ricard. Les ventes explosent. La première année, 10 millions de litres sont vendus. Ce volume monte à 20 millions de litres en 10 ans. Et en 1965, c'est 30 millions de litres qui partent. En 1971, la société vend 60 millions de litres de pastis par an. Inutile de préciser que dans ces conditions, il faut embaucher à tour de bras. En 1967, 1719 salariés travaillent dans l'entreprise de Paul. Pas de doute, nous sommes bien dans les 30 glorieuses. La seule ombre au tableau, c'est que Paul ne peut pas placarder de grandes affiches pour le Ricard sur la route des vacances parce que ce genre de publicité est désormais interdite. Qu'à cela ne tienne, l'imagination sans borne de Paul trouve le moyen de contourner la prohibition. Dans son atelier de dessin, il conçoit des affiches et des brochures qu'il fait afficher dans les bars et les cafés. Paul développe d'ailleurs sa communication par l'objet. En fait, il crée des tonnes de produits dérivés. Allez, ça va de jeux de cartes au cendrier, en passant par les casquettes et les porte-clés, les fameux Bob Ricard. Les goodies Ricard s'imposent comme des must-have dans la vie quotidienne des gens. Faut bien le dire, un véritable braquage. Vous commencez à comprendre que rien n'arrête Paul Ricard, donc vous vous doutez que c'est pas fini. Fasciné par le cinéma d'ailleurs depuis les années 40, Paul crée sa propre boîte de production en 1949 et sort le premier film français en couleur. Il réalise d'ailleurs un autre coup de génie, en investissant dans les relations publiques. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, au lieu de communiquer par les médias, il s'associe à de gros événements culturels ou sportifs qui drainent une grosse audience. En 1951, il s'associe au Tour de France. Imaginez, l'événement sportif le plus populaire du pays. D'ailleurs, il transforme un camion en une caravelle équipée de mâts jaunes et bleus aux couleurs de Ricard. Le camion suit le Tour de France et se transforme en pavillon Ricard dès la nuit tombée. La caravelle distribue en masse des bobs et d'autres tonnes de goodies aux spectateurs. C'est tout simplement de la pub ambulante. Alors on arrive au climax de la démonstration, au moment de la crise de Suez en 1956. Les stations-service commencent à être à sec, mais il en faut plus pour impressionner Paul. Je sais comment soulager la soif des Parisiens. Incroyable mais vrai. Il fait venir des chameaux aux couleurs de Ricard pour livrer les cafés de la capitale. Dans Paris, les piétons s'arrêtent net, complètement hallucinés. Les enfants d'ailleurs poussent aussi des cris de joie. À la radio et sur toutes les télés, on ne parle que des chameaux livreurs de pastis. Le succès est total. C'est l'apogée des ventes Ricard. Une sacrée leçon de marketing. Par souci stratégique, Paul Ricard réduit sa main-d'œuvre, mais contrebalance en augmentant le nombre de représentants de sa société. Conséquence, il étend son hégémonie en France, mais aussi dans les pays voisins. En 1965, 15% du volume total des ventes de la boîte sont générés hors de France. Alors c'est pas énorme, mais ces chiffres ne cessent d'augmenter. La formation des représentants est une priorité pour Paul Ricard. Et régulièrement, il publie un bulletin d'information de l'entreprise, qui s'appelle Flash Ricard, qui explique les clés du succès à ses employés. Comme tout bon leader, il a compris que plus ses collaborateurs sont motivés, plus ils sont investis. Ainsi, en les tenant informés du développement de l'entreprise, il assure son bon développement. D'ailleurs, il distribue des cassettes à ses représentants dès qu'ils ont un long trajet à effectuer. Eh oui, l'apparence c'est important. Chemise bien repassée et toujours rentrée dans le pantalon. Et faut soigner les cheveux aussi. T'es allé chez le coiffeur récemment ? Allez, on y va. Tu peux démarrer. En route pour Lyon. Avec tout ça, on peut presque dire que Paul a transformé Ricard en une religion avec ses rites et ses coutumes.
L'esprit de l'entreprise Ricard repose principalement sur la virilité et la franche camaraderie. Dans les années 50, il est devenu primordial de régler les coûts de transport en créant des centres de production régionaux. On voit ainsi s'ouvrir de nouvelles usines un peu partout en France, à Bordeaux, à Rennes, à Thiers ou même à Dijon. Côté famille, en revanche, tout s'effondre. Même s'il essaie de toutes ses forces d'être un père attentif, il ne parvient pas à être suffisamment présent. Puis le drame arrive. Jean-Pierre, son dernier enfant, perd la vie. Ce tragique événement éloigne Paul et Marie-Thérèse qui, sans vraiment divorcer, vivent désormais séparément. Paul Ricard d'ailleurs transforme sa douleur en force de travail et redouble d'efforts. Sa société atteint alors une stature internationale. En 1961, il prononce un discours face à son conseil d'administration. Mes amis, aujourd'hui, je tiens d'abord à vous féliciter pour le travail extraordinaire que vous accomplissez jour après jour. La réussite est totale et n'existerait pas sans notre acharnement. Pourtant, nous ne pouvons pas tourner le dos à notre véritable ambition. Nous ne sommes plus seulement le pastis de Marseille ou le pastis français. Nous allons devenir le pastis du monde. C'est pourquoi, chers amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que Ricard va entrer en bourse. En 1962, l'introduction en bourse est un succès retentissant. 352 000 actions sont émises au prix de 50 francs. Entre les premiers trimestres de 1961 et de 1962, les actions augmentent même de plus de 100%. En septembre 1965, la société dépasse les 400 millions de francs. Oui, d'accord, c'est des francs, mais c'est quand même énorme. Il y a de quoi faire tourner la tête de l'homme le plus sain d'esprit pour le rendre complètement mégalo, mais Paul Ricard n'oublie pas ses salariés. Il entretient d'ailleurs une relation toute particulière avec Modeste, sa femme de ménage qu'il connaît depuis l'enfance. Salut Modeste, ça va aujourd'hui ? Ah, Paul, tu es là. T'es pressé ? Parce que j'avais quelque chose à te dire. Mais bien sûr, dis-moi tout. Tu sais, j'ai beaucoup d'actions dans la société. Oui, je sais. Tu as gardé celle de ton père et de ton mari quand ils nous ont quittés comme je te l'avais suggéré ? Ah oui, je suis toujours tes conseils. Bien. Et tu voulais me dire autre chose ? Eh bien, hier, j'étais avec des amis et ils m'ont dit que j'étais millionnaire. J'ai cru qu'ils se moquaient de moi, mais ils m'ont expliqué que mes actions valaient 1000 fois plus qu'avant la bourse de Paris. Paul, je n'ai pas dormi de la nuit. Je calcule et je recalcule jusqu'à me rendre folle. Modeste, respire. Tu es riche, comme tous les anciens employés de la société. Je dirais même que tu es 50 fois millionnaire. 50 fois million... Quoi ? Si tu me permets un jeu de mots, ce n'est pas une somme modeste. Modeste. Je t'apporte un verre d'eau peut-être ? Avec plaisir. Paul ! Oui ? Merci. Ricard est désormais un leader incontesté. Bien qu'il apprécie la compagnie, la notoriété pèse parfois sur les épaules de Paul. Il sent aussi l'appel de la solitude. Grâce à sa fortune, il devient propriétaire de l'île de Bendor. Située à quelques centaines de mètres de la côte et du village de Bandol, l'île n'est qu'une étendue déserte de rocailles. Mais l'idée de prendre du temps pour travailler sur cette île désertique l'enchante particulièrement. En effet, Paul Ricard a parfois, même souvent d'ailleurs, besoin de silence. Paul Ricard a également le syndrome du bâtisseur, et bien qu'il ait pensé à y construire une maison pour sa famille, il décide d'y faire finalement un hôtel. Il imagine et conceptualise de tout. Des couleurs, un style méditerranéen, une galerie d'art, un musée, un théâtre, des bars et des restaurants. Il est inarrêtable. Et ce n'est pas tout. Il apprend plus tard que l'île voisine est en vente. Ni une, ni deux, il l'achète. Pour cette île plus vaste, il a des projets grandioses qui impressionnent même son architecte. Je pense qu'on peut transformer cette île en un centre touristique. Oui, pourquoi ? Mais l'accès à l'île est difficile. Ce n'est pas un problème. Le grand hôtel sera doté d'un port à envergure internationale. Tiens, d'ailleurs, je me vois bien y amarrer mon 3-mâts.
Alors cette scène peut paraître surréaliste, mais malgré tout ça, Paul reste un homme simple. Il se fiche de la célébrité et des paillettes qui vont avec. D'ailleurs, chez lui, pas de mobilier extravagant et tape à l'œil. Il n'est pas matérialiste et sa maison exclusivement fonctionnelle. Il n'a pas non plus pris la grosse tête. Loin de là, vous allez le voir, hein. C'est calme aujourd'hui? Personne. Enfin, à part les 2 Anglais là-bas, mais ça va se remplir. Il y a un ferry qui arrive dans une demi-heure. Excuse me, sir. Pouvons-nous avoir du steak, please? Ouais, sorry, hein, mais je fais de la pâtisserie, moi. Le steak, c'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas notre cuistot. À moins que Paul Ricard fasse le steak. Bah, c'est un peu comme si vous demandiez au président de laver votre voiture. Eh ben, détrompe-toi. Le steak, plutôt saignant ou à point? Ce jour-là, Paul Ricard fait cuire 2 steaks et offre même l'apéritif aux Anglais. Il ne fait aucun reproche au chef pâtissier. Mais en fin de journée, ce dernier est congédié. À cette époque, Paul travaille beaucoup sur l'île de Bendor, profitant du calme et de la solitude. Mais sa vie va être marquée par un événement tragique. Un jour qu'il survole la Camargue avec son fils, son hélicoptère s'écrase. Son fils s'en sort avec quelques égratignures, mais Paul a la mâchoire fracturée. Pendant 6 mois, il ne peut plus parler et doit communiquer par écrit. Le 15 novembre 1968, Paul invite un journaliste de Paris Match à Bendor pour une longue interview. Le journaliste n'a alors aucune idée de ce que Paul s'apprête à lui dire et l'annonce à l'effet d'une bombe. Paul annonce au journaliste qu'il s'apprête à quitter Ricard. Alors, pourquoi un homme si talentueux, riche et respecté démissionne-t-il en pleine gloire? Le lendemain, Paul rédige sa lettre de démission avec l'aide de sa secrétaire. Il reçoit alors un coup de fil de son fils Patrick. Allô papa? Je viens de voir la une de Paris Match, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, j'allais vous prévenir. Je sais que c'est une décision radicale, mais c'est la mienne et rien ne pourra me faire changer d'avis. Mais papa, tu ne peux pas nous faire ça. C'est notre entreprise familiale. Tu nous as élevés dans le culte du travail pour qu'on te succède et tout à coup tu claques la porte comme ça sans prévenir personne. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne te ressemble pas. Patrick, j'entends ta détresse, mais ce n'est pas toi qui vas me dicter la bonne conduite. Je suis le patron, je décide de partir, c'est mon choix et tu dois le respecter. Le lundi suivant, Paul annonce publiquement son départ lors d'une conférence de presse. Sur ce, il donne rendez-vous à Patrick à la conférence de presse. 18 novembre 1968. Un monde fou se presse devant les salons du château de Sainte-Marthe pour assister à la conférence. Patrick Ricard enrage en faisant les 100 pas. Son père ne peut pas partir, il va forcément changer d'avis. Cette situation est absurde, cette mascarade est un mauvais rêve et il va se réveiller. Mais ce n'est pas un cauchemar et Paul Ricard prononce son discours de démission. Je suis fatigué de l'opposition entre mon entreprise et le système en place. Je déplore le manque d'efficacité du gouvernement dans tous les domaines, son incapacité à construire des écoles en nombre suffisant, à renforcer le réseau routier ou à développer les lignes téléphoniques pour améliorer les communications. À quoi servent les taxes que nous payons ? Oui, j'ai certainement fait des erreurs. Je vous jure qu'elles étaient involontaires, car j'ai toujours espéré faire du bon travail. Si je n'ai pas réussi, c'est que je ne devais pas réussir. Aussi, c'est avec la conscience tranquille que je jette de temps en temps un œil au passé. J'ai eu la chance de vivre à une des époques les plus intéressantes de l'histoire. Quand je pense à l'avenir du monde de demain, je suis convaincu que d'autres jeunes gens mieux préparés à cette nouvelle vie se jetteront dans la mêlée pour tracer leur chemin. C'est la vie. Les hommes passent comme les jours. Le discours engagé de Paul fait mouche et il quitte l'entreprise en paix. Pourtant, il tombe malade peu de temps après. Une simple coïncidence ? Peut-être pas. Aucun médecin n'est capable d'expliquer ses douleurs aux bras ou aux épaules. Il s'avère qu'il n'existe pas de remède contre sa maladie. Convaincu que la proximité de la mer ne lui fait pas du bien, Paul s'installe alors sur les hauteurs de Bandol. L'endroit est pittoresque et reculé. Le lieu idéal pour un ermite. Imaginez, il n'a même pas le téléphone. Le jour, il peint. Et le soir,
il contemple les étoiles en essayant de se rappeler le nom des constellations qu'il a appris dans sa jeunesse. Cette vie frustre dans une solitude voulue lui laisse aussi le temps de ressasser ses récentes décisions. Il justifie d'ailleurs sa décision en se persuadant qu'il était épuisé, qu'il n'en pouvait plus, qu'il n'avait pas le choix. Il ressasse et sent qu'il est temps pour lui de préparer sa succession. Depuis sa demeure isolée, Paul Ricard envoie des lettres pour conseiller son fils Bernard. Ce dernier l'a remplacé, mais il est très différent de son père, plus calme et moins obsessionnel. Petit à petit, Bernard détourne Ricard de son produit phare, le pastis, pour l'orienter davantage vers les marchés du vin et du champagne. Les relations père-fils commencent alors à se détériorer. Un an plus tard, la situation a même dégénéré entre Paul et Bernard. Paul pense que son fils n'agit pas dans l'intérêt de la société. Le comble est atteint lorsque Bernard prend la décision de contracter un énorme emprunt pour acquérir les champagnes Lançon. Cette fois, c'en est vraiment trop. En plus, Paul apprend la nouvelle dans le journal. Son fils a obtenu 60 millions de francs de prêts bancaires pour l'acquisition, brisant un de ses préceptes sacrés, celui de ne jamais recourir aux banques. Bernard, tu es fou, tu es inconséquent, tu n'es pas digne de cette entreprise. Ah oui, c'est ce que tu penses ? Eh ben, tu sais quoi, cher papa ? Tu peux te la mettre au cul, ta société d'alcoolique. En octobre 1971, Bernard Ricard donne sa démission. Il n'en peut plus de se plier aux désirs de son père. Travailler dans l'ombre du patriarche se révèle au-dessus de ses forces. C'est Patrick, le cadet, qui reprend Ricard. Il est beaucoup plus proche de son père et leur rapport plus équilibré. Les deux hommes ont alors l'idée d'une alliance avec Pernod, le grand concurrent pour faire face aux autres concurrents comme le whisky ou autres spiritueux. Pour Paul comme pour Patrick, il est temps de consolider une alliance pour que le pastis soit mieux représenté et défendu. Le mariage entre Pernod et Ricard est scellé en 1974. Paul Ricard et Jean Aymar concluent un véritable traité de paix, mettant fin à des décennies de rivalité entre les deux gros noms de l'industrie du pastis. À eux deux, ils vendent 100 millions de bouteilles par an et constituent 55% de tout le marché de l'apéritif en France. Le groupe d'ailleurs se fixe comme objectif la diversification et la croissance à travers l'expansion mondiale. Le but est de réaliser 50% du chiffre d'affaires à l'international. En 1998, les ventes s'élèvent à 3,14 milliards d'euros et en 2008, elles atteignent le chiffre époustouflant de 7 milliards d'euros pour près de 20 000 employés. Paul a été le visionnaire. Patrick permet à la société de franchir un cap grâce à une stratégie ambitieuse. Il transforme une entreprise familiale en géant mondial. Un tour de force. Patrick réalise une série d'acquisitions, à commencer par l'achat de l'américain Austin Nichols, peu de temps après être arrivé aux commandes du groupe. Il s'implante ainsi sur le marché des États-Unis. Suivent le rhum Havana Club, l'américain Seagram et le britannique Allied Domecq avec les jeans Beefeater ou le Malibu puis les champagnes Moom et Perrier Jouet ou encore le vodka Absolut Vodka. Vraiment, c'est des marques incroyables, hein. Paul Ricard est fier de son fils. C'est un homme audacieux et ambitieux. Patrick dispose désormais d'un groupe doté de marques au pédigré impressionnant. Paul, quant à lui, est rassuré. Il peut enfin passer la main et prendre une retraite bien méritée. Mais pour un homme tel que Paul, la retraite ne peut pas être synonyme d'inaction. Paul se présente donc au conseil municipal de son village, Signes, et occupe le poste de maire pendant 8 ans. Il prend vraiment son rôle très à cœur. D'ailleurs, il continue de bâtir. Il participe à la construction d'un circuit automobile de 1,8 km qui devient vite une référence internationale, évidemment le circuit Paul Ricard.
Quand il a besoin d'être seul, il se réfugie dans sa maison sur les hauteurs et peint sans relâche. Quand il a besoin de prendre du bon temps, il se taille un bout de fromage et de saucisson sur un coin de table, bien plus agréable qu'un resto 5 étoiles. Paul Ricard meurt en paix le 7 novembre 1997, à l'âge de 88 ans. Il est enterré sur l'île des Ambiers. Sa tombe est une simple dalle de roche brute, perchée en haut d'une falaise. Elle n'est pas luxueuse, mais solide. Elle est simple, mais puissante. Elle est à son image. Pour la cérémonie, les membres du clan Ricard sur 4 générations se retrouvent. Ils gravissent le sommet de l'île où repose Paul. On distribue alors des verres et on les replie évidemment de Ricard. Puis, les membres de la famille lèvent leurs verres et entonnent une chanson. Ô toi, Sainte Marthe, reine du Pataclais, serre avant qu'on ne parte un bon Ricard bien frais. Ave, 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 5 volumes d'eau. Ave, 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 5 volumes d'eau. Aux hypocondriaques, tu redonnes la joie. Tu préviens les attaques et les crises de foi. Ave, 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 5 volumes d'eau. Ave, 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 5 volumes d'eau. Ça, c'est l'hymne des Ricards. Et je peux vous assurer que c'est toute une histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Régal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.